Yes, Recording in progress. Pour ceux qui sont fermez les micros. Monsieur Adinga, fermez le micro. Mais ton micro est fermé, pas t'attendre. Donc, comme je viens de lancer l'enregistrement, je commence. Donc, ce cours, c'est innovation et management de l'innovation qui fait partie de l'UE, recherche et innovation. Donc, nous venons d'abord de faire une introduction en partant de la théorie de Darwin qui dit que toute espèce, toute génération est appelée à s'améliorer et à s'adapter. Et si nous voulons faire une analogie avec les entreprises, on voit qu'une entreprise est toujours appelée à pouvoir développer en fait de nouveaux marchés, soit dans le processus, soit dans la manière de vendre. Et l'innovation va toucher tous les secteurs d'activité, comme nous aussi, au niveau académique, au niveau de la recherche et au niveau professionnel. Donc, ce cours a trois objectifs en fait, au niveau de la pédagogie. D'abord, nous allons définir les concepts liés à l'innovation. Nous allons expliquer le processus d'innovation. Et la dernière leçon va porter sur l'identification des grandes innovations en géographie. Comme je disais, on est passé de la cartographie très traditionnelle et nous avons maintenant, à l'aide de cette cartographie, informatisé cette cartographie-là. C'est pourquoi on parle de géomatique. On parle de géomatique, c'est tout ce qui est cartographié à partir de l'informatique. Donc, vous allez essayer vous-même ici de pouvoir identifier les grandes innovations au niveau de la géomatique, c'est-à-dire au niveau des sites et au niveau de la télédirection. Donc, on va donner et puis vous allez vous mettre en groupe et vous allez travailler et vous allez exposer, voilà, au niveau des innovations. Et j'espère que ça va vous aider aussi dans votre travail de master. Donc, ces trois objectifs sont scindés en trois synthèses. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est concept même, concept, une notion d'innovation. Donc, après, on va parler de management et enfin, on va voir les innovations en géomatique. Donc, les ressources pédagogiques, normalement, quand je vais sur la plateforme, ces besoins potentiels, vous avez accès à la plateforme aussi. Hein. Voilà. Donc, pas de. Donc, je voulais aller sur la plateforme en même temps. Donc, normalement, sur la plateforme, vous avez des supports de cours qui sont déjà scénarisés. Vous avez le cours que je vais exposer ici et vous avez une documentation pour les activités. Je pense que pour l'activité, j'ai mis, il y a une fiche et puis il y a un test avec des questions. Donc, normalement, après le cours, vous pouvez faire cette activité-là. Donc, bon, en termes d'évaluation, on va voir. Ce n'est pas quelque chose qui est figé ici. Donc, je vais revoir les quiz là, si on va prendre en compte. Mais il y a des quiz que moi-même, je vais monter. Voilà, ça je vais monter ces quiz là, et puis vous allez proposer sur table. Donc, je pense qu'il y aura une évaluation sur table et puis une évaluation en termes d'exposé ou bien d'activité. Et puis, le projet de recherche innovant et en géomatique. Donc,
on passe à la première synthèse, innovation, concept et enjeu. Donc, ici, j'ai mis en 3 séquences, non, en 4, en 3, parce que les enjeux, ça, je vais laisser. Donc, on va d'abord définir l'innovation. On va essayer de catégoriser les innovations et puis donner leur typologie. Donc, quand on veut définir le mot innovation, d'abord, ce mot-là, on dit, il vient du latin, innovatus. Vous avez vu que innovatus en latin, donc je l'ai écrit en italique. En italique, donc c'est ce que je disais, lorsque vous écrivez votre mémoire, tout ce qui est en italique, tout ce qui est en latin, c'est en italique. Donc, on dit ce mot-là signifie changer ou rénover. Voici les deux verbes que l'on peut se servir pour pouvoir définir l'innovation, c'est-à-dire changer et rénover. Rénover, c'est une action de modifier ce qui existe déjà. Donc, on rénove, on modifie ce qui... Changer, c'est faire allusion à créer et à introduire quelque chose de nouveau, soit un produit, soit un concept, soit un service. Donc, si l'on veut s'appuyer sur les dictionnaires Robert et Larousse, l'innovation est l'action d'innover et le résultat de cette action est une chose nouvelle. Oui. Donc la deuxième définition, c'est l'action d'introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie. Vous voyez, dans cette définition-là, s'explique un peu avec les téléphones portables. Juste au début, on avait juste des téléphones portables pour appeler, et après, on a eu les écrans tactiles, et au fur et à mesure. Donc, ici, action d'introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie. Et comme action, fait d'innover, résultat de cette action, chose nouvelle introduite. Donc, on a ces trois définitions-là pour pouvoir expliquer l'innovation. Et l'innovation est l'action, comme on a dit, innover, c'est-à-dire introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage, de coutume, de croyance ou de système scientifique. Donc, les premières définitions s'appuyaient sur l'originalité, le changement, la dièse, la nouveauté et l'invention. Donc, on va voir qu'on peut faire une innovation quand on crée, quand on invente la voiture. On voit qu'arriver au moment de la voiture, comme on appelle ça même là, on commence à être habitué à cette voiture. En fait, c'est plus un luxe. Ça rentre dans les coutumes pour se déplacer. Donc, cette voiture-là, maintenant, rentre, cette voiture qui était une invention, rentre dans le cadre de l'innovation. Parce qu'elle touche l'usage et puis elle touche le besoin. Quand on voit la télévision, genre la télévision au départ, c'était une invention. Mais cette télévision-là est rentrée dans nos habitudes. Vous voyez. Vous allez voir aussi dans le cours, on a donné l'exemple de l'avion Concorde. Est-ce que vous connaissez l'avion Concorde? Voilà, dans les années 90, cet avion-là faisait Abidjan-Paris en 3 heures de temps. C'était, on voit un avion super connu avec une tête comme ça. Mais c'était une innovation technologique, c'était une invention. Mais cette invention-là, finalement, parce qu'on fabrique cet avion-là. Pourquoi? Ce n'est pas rentré dans les habitudes, dans les usages. Donc, c'est donc une invention technologique, mais cette invention n'a pas touché le marché. Voilà, donc c'est resté seulement en termes d'invention. Parce qu'on peut inventer quelque chose, mais tant que ça ne touche pas le marché, tant que ça ne touche pas les habitudes, ça reste dans le cadre de l'invention. Donc ici,
on vous donne quelques définitions au niveau de l'invention, création. Donc, vous allez lire ces définitions-là. Et on peut parler d'innovation d'abord comme un résultat de quelque chose, c'est-à-dire comme un résultat, comme un processus ou comme une démarche. Donc, on peut définir l'innovation comme étant l'action qui permet d'aboutir à un résultat que l'on peut appeler une innovation. Donc, on a un résultat bien plus, c'est-à-dire on fait une démarche au niveau comment on appelle, de l'automobile. On voit qu'au départ, on avait maintenant on a des écrans juste tactiles. On a l'intelligence artificielle qui permet de pouvoir conduire automatiquement un véhicule. Donc, on a un résultat. Au niveau du processus, l'innovation est donc une action qui s'appuie sur un processus, c'est-à-dire un process. On met en place une manière de faire pour aboutir à un résultat. Donc ici, on parle de l'innovation, on prend en compte cette manière de faire là. Voilà, c'est cette manière de faire là qui devient innovante. Ou ici, on parle de l'innovation comme une démarche, c'est-à-dire une stratégie qu'on met en place, toujours pour atteindre un objectif. Donc, on peut comprendre l'innovation comme un résultat, comme un process ou bien comme une démarche. Parce que si dans une entreprise, on a un produit fini, mais on change peut-être si avant c'était à la main, c'est-à-dire on voulait les autocollants à la main, peut-être tout à la main, mais maintenant on fait ça, on automatise ça. Donc le produit est toujours le produit, mais on va produire le process. Voilà. Maintenant, si notre produit peut-être était, on peut innover aussi avec le produit en améliorant. Vous voyez, au départ, on avait juste les scanners. On avait scanner, on avait photocopie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On innove avec un seul appareil, on a en même temps une photocopieuse, un scanner, même comment on appelle ça? On va les fax aussi. Vous voyez, il essaie d'innover en même temps. Donc, il faut comprendre un peu. Donc, l'innovation ici, ce n'est pas seulement un résultat produit, mais ça peut être une manière de faire ou une manière de procéder. Donc, ici, on essaie de faire un peu la différence entre innovation et invention. Donc, je lis ce que j'ai écrit. On dit la distinction entre innovation et invention a été introduite pour la première fois. Bon, son nom est tellement compliqué, qui a défini l'invention comme la conception. Donc, ici, il définit l'invention comme la conception des nouveautés d'ordre différents qui peuvent être des biens, méthodes et des méthodes de production, débouchés, matières premières, structure de la firme, technologie et tout. Quant à l'innovation, elle renvoie au processus de diffusion d'une invention. Elle se présente comme une mise en marché des inventions et ou leur intégration dans un milieu social. Ok, d'accord. Donc, ici, l'innovation est un concept qui va traverser à la fois les sciences exactes, les sciences de l'ingénieur et puis les sciences économiques. Normalement, quand on parle de sciences exactes, c'est quoi? Quand on parle de sciences exactes, c'est tout ce qui est mathématiques, sciences naturelles, voilà. Donc, ça sont les sciences exactes. Maintenant, les sciences de l'ingénieur, ça rentre un peu dans tout ce qui est mécanique, même la télédétection, même. Donc, souvent, on peut classer ça dans les sciences de l'ingénieur et les sciences économiques. Donc, on voit que l'innovation va traverser toutes ces sciences-là. Et les trois piliers
l'innovation, il y a la créativité, il y a la valeur. Donc la créativité, ici, on dit quoi? C'est notre capacité à générer quelque chose de nouveau face à une situation donnée. Et c'est de trouver une solution nouvelle face aux problèmes que l'on se pose. Donc, il y a la notion de créativité. Il y a la notion de valeur qui est au cœur de l'innovation. Elle correspond à ce que j'apporte par rapport à ce que cela coûte. Parce que si je crée une voiture, mais cette voiture n'est pas accessible à tout le monde, s'il n'y a pas d'innovation, ça veut dire que c'est une invention, c'est quelque chose de technique, c'est vrai, mais on ne peut pas s'approprier. C'est-à-dire que tu inventes quelque chose, mais c'est pour seulement une minorité. C'est pourquoi on voyait la voiture accessible à tout le monde. Maintenant, si toi, tu veux une voiture combien de chevaux avec ça, c'est ton problème. Sinon, avec quelques millions, tu peux avoir ta voiture. Maintenant, si tu veux acheter une voiture à 400 millions, bon, ça maintenant, non, la voiture, c'est une innovation parce que c'est maintenant accessible. Même la télévision, voilà, la télévision, c'est accessible. Donc, en ce sens-là, on parle d'innovation. Parce que c'est une invention qui maintenant, qui peut être accessible à tout le monde, on va dire, à une grande majorité de personnes. Et puis, ça rentre dans nos habitudes. Donc, aussi, le troisième pilier, c'est la conduite du changement. Donc, ici, l'innovation doit être acceptée et la population doit pouvoir s'approprier ça. Donc, ça doit toucher une cible, c'est-à-dire une clientèle. Et puis, ça doit être, il doit y avoir une socialisation de cette innovation-là. C'est-à-dire, le client doit pouvoir acheter, il doit pouvoir l'utiliser, il doit être satisfait. Quand on parle maintenant de machine à laver pour les familles assez nombreuses, il faut au moins une machine à laver maintenant, c'est plus un luxe. Parce qu'on peut trouver en deuxième main, voilà. Et puis, donc, ça coûte plus cher comme avant. Donc c'est un peu, c'est-à-dire, ce sont des innovations qui rentrent maintenant dans les habitudes et puis dans l'usage. Donc, les trois piliers de l'innovation, on a parlé de la créativité, on a parlé de la valeur, c'est-à-dire qu'il doit être accessible, mais aussi, ça doit être sociable, c'est-à-dire on doit pouvoir, tout le monde doit pouvoir acheter et doit être satisfait de cette innovation-là. Donc, on essaie un peu ici de voir la créativité. D'abord, on crée quelque chose, ça devient une invention, parce que quand on fait un brevet, si vous créez, il faut un breveter. Après, cette innovation-là et cette invention-là maintenant peut entrer dans le cadre de l'innovation. Si vraiment votre produit, ce que vous avez créé là, peut être accessible, c'est utile en fait à la société. Voilà. Donc, vous pouvez créer une application qui est utile. Donc, quand vous regardez, vous voyez que peut-être au niveau des producteurs du vivrier, ils ont besoin d'une application simple. Il faut s'appuyer sur les outils que tout le monde a. Donc, on sait maintenant que tout le monde a un smartphone dans la plupart. Donc, si vous voulez faire une application pour aider à pouvoir diffuser les produits publiés, peut-être une application, une fois qu'on sait qu'il y a tel kilo ici qui est disponible, tout et tout, avec la voirie. Donc, c'est à vous. Vous êtes jeune, vous pouvez innover. Il y a tellement de choses à faire en matière de cibles, et en matière de télédétection, tout et tout. Il y a tellement de choses. Vous avez les drones, vous avez tout. Donc, à vous de pouvoir, ceux qui veulent créer en fait de la société, tout et tout. Voilà. Il faut penser et puis créer quelque chose qui rentre en adéquation, voilà, ici avec les besoins. On a dit qu'il doit être sociétal, donc qui rentre en adéquation avec les besoins, qui doit être en adéquation aussi avec la possibilité d'achat des populations, et puis qui doit faciliter l'usage. Ici, on parle
la technologie doit faciliter l'usage. Donc, il faut avoir à cœur ces trois notions, sociétale, économique et technologique. Oui. Par exemple, si je veux créer une application, je sais que l'application que je veux créer là, ça sera seulement pour un domaine d'activité. Par exemple, les gens qui, par exemple, moi je me est-ce que mon application n'est pas innovante? Parce que genre, je la fais seulement pour les gens qui. Parce que je sais que ça ne va pas servir. Est-ce que ça veut dire que mon application est innovante? Donc, pour ceux qui travaillent dans l'histoire de transfert d'argent, voilà, e-money, c'est pas ça. Oui, mais ça, maintenant, qu'est-ce que vous faites en fait? Et en fait, qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Et en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Vous allez voir, quand on va parler des différents types d'innovation, les catégories, on va parler d'une innovation souvent. En fait, souvent, ce n'est pas une innovation, mais ça vient déranger le marché. Vous avez vu comment vous est venu. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de. C'est tout dans les e-commerce, tout et tout, mais ils sont venus déranger le marché. Et tout le monde s'est adapté maintenant à leur. Et voilà. Voilà. Ça, c'est une catégorie aussi d'innovation. Ils viennent déstabiliser ceux qui étaient là avant. Et puis maintenant, donc, il faut une percée vraiment en force dans le marché. Voilà. D'abord, quelque chose, voilà, d'abord, quelque chose de nouveau. Donc, oui, en fait, une innovation, c'est ça aussi. Tu peux déstabiliser le marché, tu peux vraiment créer une application qui est utile. C'est-à-dire, au départ, on ne voit pas l'utilité. Mais au fur et à mesure, tu crées la dépendance, en fait. Donc, au fur et à mesure, tu crées, en fait, cette dépendance-là. Donc, lorsque nous voulons définir en fait l'innovation, on peut s'appuyer sur l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Eux, ils vont définir l'innovation. L'innovation peut prendre de multiformes. Les modèles les plus anciens étaient principalement centrés sur l'innovation technologique. Mais désormais, l'innovation non technologique a toute sa place dans les stratégies des entreprises. Donc, ici, une référence internationale, c'est les masters, mais eux, ils ne savent pas lire. Ils sont restés, ils viennent déjà en master 2. Ça passe que vous êtes les anciens, maintenant. C'est vrai. L'organisation, c'est une organisation de référence. Donc, définir l'innovation comme la mise en œuvre d'un produit. Donc, il parle de la mise en œuvre d'un produit. Quand on parle de produit, on parle d'un bien ou bien d'un service. Ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans la pratique de l'entreprise. Donc, voici ici la définition qui est donnée par l'OCDE. Donc, on a eu plusieurs définitions, mais ici, l'OCDE dit on ne parle plus d'innovation maintenant, tout ce qui est technologique, mais
l'innovation peut être non technologique, c'est-à-dire peut rentrer dans la commercialisation et la manière de s'organiser. Donc, en s'appuyant sur cette définition-là, on peut définir 4 catégories d'innovation. On peut définir l'innovation de produits, parce que quand on a parlé de produits, on a parlé de biens. On a parlé de biens, voilà, biens ou services, donc on parle d'innovation de produits, innovation de procédés, innovation d'organisation et innovation de commercialisation. Donc, j'aime pas trop. Bon, l'innovation de produit, on dit un produit, pour un produit, la nouveauté ou l'amélioration peut porter sur la technologie employée ou sur ses caractéristiques fonctionnelles et son usage. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'apporter un nouveau élément technologique pour innover. Associer des technologies existantes pour proposer de nouvelles applications peut donner lieu à une innovation. Donc, je pense que si on a bien compris. Hein. Ceux qui sont en ligne, j'espère que vous me suivez. Oui. Monsieur. Ok, d'accord. Donc, ici, nous sommes au niveau de l'innovation de produits. Donc, ici, on dit on peut apporter tout ce qui est technologie, mais aussi, on peut avoir une caractéristique fonctionnelle, c'est-à-dire associée dans une machine, associer plusieurs fonctions pour un usage. Donc, ici, on peut parler maintenant d'innovation de produits. Innovation de procédés. L'innovation de procédés repose sur l'introduction de nouvelles méthodes ou améliorations sensibles de méthodes existantes dans les activités de production, de distribution de l'entreprise. Ces méthodes peuvent impliquer des moyens techniques, matériels ou logiciels. L'innovation des procédés peut aussi s'étendre aux activités, aux activités de l'entreprise telles que les achats, la comptabilité, le calcul ou la maintenance. Donc, on voit ici, c'est une affaire de procédé. On a l'innovation aussi d'organisation, l'innovation organisationnelle. Donc, elle repose sur un changement dans la pratique même de l'entreprise, dans l'organisation, le lieu de travail ou dans la manière dont les relations extérieures sont gérées. On a vu qu'avec la pandémie de la COVID, on a commencé à développer le travail en ligne. Donc, ça rentre dans l'innovation organisationnelle. On n'a plus besoin de se déplacer pour venir à un lieu bien précis, mais on peut travailler en ligne. Les achats en ligne, tout et tout. Donc l'entreprise peut-être, face à un défi, peut changer, peut innover en matière organisationnelle. Si on voit que peut-être les locaux ils sont trop chers, tout et tout, pour avoir un siège peut-être fixe ou bien physique, on peut peut-être avoir un siège virtuel comme ça, et puis maintenant faire innover au niveau organisationnel, c'est-à-dire qu'il va toucher un peu le lieu du travail, ou bien même les relations extérieures. L'innovation de commercialisation. On dit que cette innovation est liée à la mise en œuvre d'une nouvelle méthode changeant de façon significative la conception ou le conditionnement des produits, leur placement sur le lieu de vente, leur mode de promotion ou encore leur tarification. Donc, on peut vous donner un type d'innovation, mais ce produit ou bien cette innovation fait partie de quelle catégorie? Parce que ici, si on s'appuie bien, ce sont les catégories qui sont définies par quoi? Voilà, par l'OCDE. Donc, c'est l'OCDE qui définit ces 4 catégories-là. Donc, innovation
de produits, innovation de procédés, innovation commerciale, innovation organisationnelle. C'est trois types d'innovation. Donc, voici un peu le tableau qui résume un peu ces différents types d'innovation. Donc, c'est ce qu'on a dit. Quand on prend donc, quand on prend l'innovation de procédés qui touche soit la production ou la distribution. Donc, ça peut être au niveau technique, au niveau matériel ou au niveau logiciel. Peut-être on peut faire une distribution maintenant. Bon, je dis des choses tout avec le drone. On voit que ça va un peu, voilà, c'est plus facile. Voilà, technique, voilà. Ou bien l'innovation organisationnelle, l'organisation du lieu de travail. Le plus souvent, on voyait qu'on avait des bureaux fermés, mais même au niveau du lieu de travail, on peut changer même la manière. C'est-à-dire le DG est là, il voit tout le monde. Genre, ça donne peut-être une autre pression, un autre challenge aussi. Voilà. Au niveau de l'organisation de commercialisation, on touche la qualification, la promotion, le placement des produits, le conditionnement. Peut-être si on conditionnait avec des choses non dégradables, peut-être qu'on peut conditionner maintenant avec des emballages biodégradables. Donc, vous avez un peu les 4 catégories d'innovation en s'appuyant sur la définition de l'OCDE. Monsieur, Oui. on a l'impression que la catégorie produit et puis procédé, Oui. ça revient à la même chose. Produit et procédé. Donc, en fait, ici, quand on parle d'un produit, bon, oui, il y a votre ami qui veut donner l'élément de répondant, vas-y. Donc, il dit, on a l'impression qu'il y a une similitude entre innovation de produit et innovation de procédé. Donc, vas-y maintenant. Donc, le produit, ça sera par exemple objet. Par exemple, je prends un exemple de deux entreprises différentes. Bon, on va prendre par exemple Apple. Apple peut fabriquer des téléphones, peut fabriquer aussi des ordinateurs. Donc, là, on a deux types de. Mais quand on parle de procédé, on parle de comment est-ce qu'on comporte le produit, par exemple. Par exemple, si on prend Apple et Samsung, par exemple, Apple va vouloir innover, par exemple, mettons la caméra, 2-3 caméras derrière, pendant que peut-être Samsung va préférer mettre une seule caméra. Ça fait une différence au niveau du procédé, en fait, le procédé de fabrication. Est-ce que c'est un peu. Ça va un peu. C'est bon, monsieur. C'est bon, monsieur. Voilà. Oui, vous voulez donner cet élément? Oui, bon. Par rapport à ce qui vient de faire, le processus, c'est, comme vous l'avez évoqué, c'est la manière, le mécanisme de production. Voilà. C'est le mécanisme, voilà, qu'on met en place pour atteindre le produit. Voilà. Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'au départ, on avait défini l'innovation comme d'abord un résultat. Soit c'est un résultat, soit c'est un processus, soit c'est une démarche. Donc, vous-même, vous pouvez aller chercher quelle est la différence entre processus et démarche. Voilà, vous pouvez voir parce que c'est vrai que souvent il y a ces nuances au niveau des thèmes, mais on voit que l'innovation de produits, entre parenthèses, on a dit bien ou service. Mais l'innovation de procédé, on voit que ça prend en compte la production ou la distribution. Voilà. Il y a une nuance entre ces. Voilà.
entre ces deux-là. Ah, monsieur. OK. Donc, après avoir vu les différentes catégories de l'innovation en s'appuyant sur la définition de l'OCDE, nous allons voir ce qu'on va appeler ici les types d'innovation maintenant. Donc, on a vu les catégories, on voit les types d'innovation. Donc, l'innovation, on dit résulte entre une interaction entre des composantes internes et externes de l'entreprise. On va revenir sur ça. On va toucher. Voici les 4 types d'innovation. On a ce qu'on va appeler l'innovation continue ou incrémentale, qui serait ici la modification ou l'amélioration d'un produit existant. On a aussi l'innovation adjacente. On a l'innovation de rupture ou disruptive et on a ce qu'on appelle l'innovation radicale. Donc, vous voyez que j'ai mis l'innovation radicale et en rouge, c'est-à-dire l'innovation radicale, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on ne connaissait même pas, depuis qui arrive, c'est quelque chose de nouveau. L'innovation continue ou incrémentale, le produit existe déjà, mais on va améliorer le produit. Et nous allons voir après les 2 types d'innovation, innovation adjacente et innovation de rupture. Donc ici, voilà, on montre un peu un tableau, un graphe qui ici qui parle d'innovation incrémentale, adjacente, disruptive et radicale. Voilà. Donc, quand on prend l'innovation incrémentale ou continue, on dit que c'est une innovation qui consiste à améliorer un produit ou un service déjà présent sur le marché, sur un marché qui est déjà mature, en optimisant ses performances ou son utilisation. Ce type d'innovation incrémentale se fait par palier et résulte d'une innovation technologique. Et ici, j'ai mis en fait l'image d'un téléphone et l'image aussi d'une voiture. On voit qu'au niveau des voitures, au niveau de la téléphonie, Apple et Samsung ont recours à l'innovation continue pour gérer au mieux le cycle de vie du produit et garder leur communauté d'utilisation en haleine à chaque nouveau lancement d'un produit. Maintenant, vous êtes à combien même? Vos téléphones ils coûtent cher là. Voilà, 14. Ça c'est quoi? Mais comment on appelle ça? C'est iPhone, voilà. Et ça coûte combien? iPhone 14. Voilà, voilà, 1 million et quelques. Voilà. Oh, voilà. Oh, vous connaissez le prix. Bon, voilà. Elle connaît le prix. Nous, on n'a pas tout ça. Donc, peut-être il y a d'autres qui sont en fait qui aiment bien la téléphonie. Donc, ils sont à jour. Parce que si tu as peut-être le 13, il y a 13 aussi. Voilà, donc si tu as peut-être le 13, il suffit d'ajouter quelque chose dessus. Voilà, pour avoir le 14. Donc, voilà. Et on vous tient en haleine, c'est-à-dire avec l'innovation continue. Apple vend toujours ses produits. On dit, ah, maintenant, le pro, lui, il prend les images peut-être comme ça. Voilà. Ah, donc maintenant, vous voulez tout. Voilà. Ou bien, avec les constructeurs, on est passé déjà de la vitesse manuelle, maintenant la vitesse automatique. Peut-être les gens disent, bon, eux maintenant ils sont fatigués de plus rouler voilà, une boîte de manuel, ils sont facilement dans la boîte auto. Mais la boîte auto aussi, il y a plusieurs boîtes, c'est-à-dire on te dit, c'est une boîte intelligente. Quand le pneu est dégonflé peut-être de quelques barres, ça te signale en même temps. Quand l'eau diminue en même temps, tu signales. Donc, les femmes qui vérifient jamais les voitures avant de prendre la parce que quand elles prennent les voitures, quand ça tombe en panne, elles appellent leur mari. Maintenant, au moins quand tu montes dans la voiture, tu as tout. On te donne le niveau peut-être de l'eau, le niveau de l'huile. Donc, c'est une voiture intelligente. C'est-à-dire que ça te facilite la tâche. Vous voyez un peu. Mais il y a son prix aussi. Voilà. Il y a le prix qui va. Donc, ici, donc, comme on dit, l'innovation continue consiste à améliorer un produit ou un service déjà mature sur le marché.
en optimisant ses performances ou son utilisation. Voilà. Voilà. Donc, si on vous donne, je présente plusieurs types, plusieurs innovations, je peux dire, faites une classification. Cette innovation-là fait partie de quel type, de quelle catégorie. C'est bon. Et on a l'innovation, qu'on appelle l'innovation adjacente ou compétitive. Ici, on dit l'innovation adjacente est l'une des stratégies les plus utilisées pour allonger la durée de vie d'un produit ou d'un service. Elle vise principalement à tirer parti de l'existant et de l'adapter à un nouveau marché. L'innovation adjacente peut concerner un produit, un service ou un marché. Ici, j'ai mis le cas des post-it là. Vous voyez les autocollants. Ici, quand on explique un peu, on dit à l'origine, l'entreprise a créé une colle, c'est-à-dire que c'était une entreprise de colle tout et tout, mais ils ont créé une colle qui n'était pas résistante. Ils ont créé une colle qui n'était pas résistante. Et il y a, comme on appelle ça même là, il y a un pasteur ou bien un truc dans l'entreprise. Lui, chaque fois qu'il lisait la Bible, même ses psaumes, il voulait mettre des papiers en fait à l'intérieur pour pouvoir se rappeler où il était. Et il s'est rappelé que dans son entreprise, il y a un démonstrateur qui a créé une colle qui n'était pas assez résistante. Et puis, il avait mis ça au placard. Donc, il a pris en fait de cet existant-là et il a commencé à coller. C'est-à-dire, donc, c'est des choses où tu peux coller 4 points enlever facilement. Et c'est comme ça, le processus en fait est né. C'est-à-dire de quelque chose qu'il en avait créé et puis il a vu un peu, en fait, ce produit-là, et puis il a créé aussi et puis on a des postes de l'écran tactile au lieu du tableau de bord classique. Voilà. Et ça passe. Donc ici, pour allonger la durée de vie d'un produit ou d'un service. On a aussi l'innovation de rupture ou disruptive. Ici, cette innovation va favoriser l'accès à un certain produit ou service pour rendre disponible au plus grand nombre en termes de coût et d'usage. Donc, elle n'implique pas forcément une innovation technologique. Donc, ici, c'est rendre disponible au plus grand nombre en termes de coût et d'usage. Donc, à court terme, ce type d'innovation-là va déstabiliser la concurrence afin d'acquérir rapidement des parts de marché. Et à long terme, l'entreprise disruptive vise le leadership dans le secteur d'activité. Donc, ici, j'ai mis en fait ces 3 exemples-là qui sont des... Bon, je crois les 2 premiers, ce sont des plateformes de musique. Voilà. Sur Internet, donc on peut avoir cette vidéo-là. Le deuxième, c'est quand on voit les smartphones techno, Infinix, c'est-à-dire qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, mais ce n'est pas comme les Samsung. Voilà. Donc, ici, on offre aussi, on peut avoir accès à des produits, mais qui dit au niveau des marques, mais au niveau des produits, comme la RAM, voilà, ces choses-là. Voilà. Et puis, on a, ici, j'ai mis le produit web, qui est venu déstabiliser le marché, qui a imposé, ça, on parle d'innovation de rupture et disruptive. Voilà. Et maintenant, enfin, on a ce qu'on appelle l'innovation radicale. Est-ce que commence par là? Donc, l'innovation radicale, comme son nom l'indique, consiste à commercialiser un tout nouveau produit et créer un nouveau marché qui ne répond à aucune problématique existante dans la société. Ce type d'innovation crée un nouveau paradigme. Vous voyez, quand on crée l'ordinateur au départ, bon, les gens même vont sortir de bon. Puisqu'avant, on faisait les calculs à la main tranquille, mais quand on crée l'ordinateur au départ, c'était juste pour une idée. Mais arrivé au moment,
Donc, l'ordinateur est rentré dans la vie de tout le monde. On a besoin de l'ordinateur partout. Même ceux qui sont au primaire, ils utilisent l'ordinateur. Non, ça rentre. Même la télévision, au départ, la télévision, bon, puisque ça rentre, comme on a dit, c'est un tout nouveau produit et puis qui rentre dans l'usage. On ne connaissait pas avant. Mais même la voiture, quand on crée la voiture, on ne connaissait pas. Voilà. On s'est déplacé avec juste les chevaux. Et c'est pourquoi, quand on crée la voiture, on fait une liaison avec les chevaux, 12 chevaux, 6 chevaux, voilà. Donc, plusieurs avant, on connaissait seulement que les chevaux pour se déplacer. Donc, ici, quand Apple a lancé le premier ordinateur domestique, en 1976, à l'époque, peu de personnes avaient conscience de l'utilité de l'ordinateur. Par exemple, c'est l'ordinateur domestique en 1976. Moi-même, la première fois que j'ai touché l'ordinateur, si je me rappelle, même si ce n'est pas à 92 ou bien, voilà. Vous voyez un peu. Même, voilà. Or, vous êtes né, vous avez vu ça. Voilà, donc vous pensez que, en fait, c'est normal. Vous avez vu directement les clés USB. Or, nous, quand on était ici, il y avait d'abord les disquettes. Les disquettes, ça prend combien de mégas? À peine 1,4 mégaoctets. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de disquettes qui enregistrent les. Oui, il veut dire. Lorsque vous parlez d'ordinateur domestique, les ordinateurs, c'est-à-dire. Ça peut être bureau aussi. Oui, voilà, c'est domestique. Parce qu'on avait, en fait, quand on crée l'ordinateur au départ, là, c'était de gros ordinateurs. C'est-à-dire, c'était de gros serveurs, de gros ordinateurs, voilà. Donc, là, c'est pour faire le calcul. Voilà, c'était de gros ordinateurs. Donc, maintenant, l'ordinateur qui rentre dans la maison, on parle d'ordinateur domestique. Donc, au départ, si vous voyez l'ordinateur, maintenant même, vous n'avez plus. Est-ce que vous avez, comment on a, voilà, les 17, il n'y a plus. Même les CD, même. Voilà. Souvent, il n'y a plus de port CD. Voilà. Nous, nos ordinateurs, on n'avait pas les ports HDMI. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une amélioration au fur et à mesure. Maintenant, c'est plus plat. Vous avez, moi j'avais un compact avant là. Vous voyez l'ordinateur comme ça. Voilà. À peine combien de RAM, 1 giga ou bien 2 gigas de RAM. Donc quand vous regardez les films là, ça rame comme ça. Quand vous regardez les... bon. Maintenant vous êtes tombé sur comment on appelle ça, les ordinateurs déjà avaient 32 gigas de RAM. Bon, quand j'ai acheté mon ordinateur, combien de temps? C'était un Core i5 ou un Core i7, 8 gigas de RAM. Mais ça m'a coûté combien? 1 000 € à peu près, voilà. Ça, c'est 8 €. Oui. Ça, c'était quand j'étais en stage en Belgique. Ça, c'est en quelle année j'ai fait ça? Fin 2010. Fin 2010, je suis entré dans le magasin. Donc, les 1 000 € sont partis en même temps parce que j'ai acheté l'ordinateur en même temps. Donc, j'avais du mal à tenir le mois même après me l'avoir mis. 1 000 €, 1 000 €, oui. Par contre, ça. Oui, non, mais maintenant, si vous voyez cet ordinateur-là, bon, c'est vrai qu'il fonctionne toujours. Hein. L'écran ne marche plus. Ben, donc, je branche avec un écran, tout et tout, voilà. C'est un peu un ordinateur de cœur. Voilà, puis ça cet ordinateur-là que nous avons fait la thèse. Donc, c'est une relation de reconnaissance, en fait. Oui, parce que vous avez l'ordinateur là. Et puis, j'avais un logiciel, bon, le logiciel même est plus installé, hein, où j'ai acheté le logiciel à 300 $ canadiens à l'époque. Je pense que c'était 300 $ canadiens. Donc, et le logiciel est plus installé. Ceux qui veulent travailler, je leur donne ça. Donc, c'est ça. Parce que l'ordinateur, il faut respecter l'ordinateur. Souvent, l'ordinateur vous lâche. Si vous ne respectez pas trop l'ordinateur. On a vu, certains de nos amis arriver un moment, la thèse est finalement constituée, les résultats, et puis,
Voilà. Et puis vous perdez tout. Mais comme c'est vous qui avez fait le travail, et c'est ça, on voit, si c'est vous qui avez fait le travail, vous pouvez répondre rapidement. C'est vrai que vous allez prendre un coup pendant une semaine, 2 semaines, mais après vous allez reprendre le travail rapidement. Si c'est vous qui avez fait tout le travail. Voilà. Et vous, normalement, ça ne va plus vous arriver. Parce que quand vous travaillez, vous avez des plateformes en ligne où vous pouvez stocker. Donc, c'est-à-dire, il y a plein d'étudiants de maths qui ont dit, ah, j'ai fait, et puis mon ordinateur, là, j'ai perdu tout. Non, non, non. Voilà, vous devez plus dire des trucs comme ça. Nous, on pouvait dire ça. C'est vrai qu'on a volé la machine. Non, non, non. Vous, quand vous travaillez, arrivé un cycle, quand vous voyez que vous avez compilé un nombre de résultats, tout et tout, vous devez sauvegarder. Ça, il faut sauvegarder. Vous devez sauvegarder. C'est bon? Donc ici, on a parlé en termes de besoins implicites et puis risques élevés. Donc, on voit au niveau de l'innovation radicale que le risque est comment? Que le risque est élevé. Parce qu'on crée quelque chose de nouveau. On ne sait même pas si ça va, voilà, si ça va. Parce que n'oubliez pas, on a dit c'est l'innovation, c'est il y a la créativité, mais ça doit, on a parlé de valeur et socialisation. Voilà. Je ne sais pas si les gens vont véritablement adapter ce produit-là. Voilà, vont s'approprier ce produit-là. Donc ici, on essaie de faire un peu une classification en fonction du besoin et puis du risque aussi. Voilà. Donc ici, vous devez bien comprendre, là, si on vous demande entre innovation, innovation, on voit que l'innovation incrémentale, comme on appelle ça, le risque est moins élevé. Parce que c'est un produit déjà, on connaît ce produit. Donc, on améliore l'existant, en fait. Voilà. Donc, on améliore l'existant. C'est ça. Nous avons le directeur qui veut venir vous saluer. Bonjour, les ce sont les élites, mais les autres sont pour essayer dans les salles qui pour normalement, il y a une 8, ici c'est M2. Il y a une 8. On les volait comme une classe. Ici c'est M2, normalement on va les envoyer. En fait, vous flottez. Parce qu'il y a tellement de vent, non, je ne veux pas le tenir encore là. Ça, je vais inviter pour vous. Bon, on suit papier, on me disait que c'était combien. Donc maintenant, ici, si on veut parler maintenant des enjeux de l'innovation, ça maintenant, ça, je laisse ça. On appelle les enjeux. Pourquoi il faut innover? Voilà. Donc on avait déjà parlé des enjeux. Voilà. Donc les enjeux de l'innovation. Parce qu'une entreprise qui innove veut être toujours compétitive. Voilà. Et une université aussi qui innove, normalement, veut être classée parmi les meilleures universités. Parce que dans les universités, il faut oublier qu'il y a 2 types en fait, de formation. Bon, on va 3 types. Il y a ce qu'on appelle la formation
académique, la formation universitaire. Ça, c'est ce qu'on vous donne là. Et il y a la recherche aussi à côté. Et il y a la recherche. Professeur, s'il vous plaît. Oui. C'est Arnaud. Moi, Oui. je pense que, enfin, de mon point de vue personnel, je pense que l'innovation, même quand on regarde même le coût des choses, c'est pour faire face qu'on appelle à la concurrence. Quand on prend en termes économiques, je veux dire, on parle de la concurrence. Oui. Oui, c'est-à-dire, on peut voir l'innovation qui fait face à la concurrence parce qu'il faut être toujours à jour, en fait. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas à jour, on est dans un marché assez concurrentiel. Vous, quand vous finissez, vous avez un diplôme de master en télédétection ici. N'oubliez pas qu'il y a d'autres qui vont aussi au Cameroun faire un diplôme. Il y a d'autres aussi qui viennent, en fait, qui viennent d'ailleurs aussi. Qui viennent d'ailleurs, qui font à peu près ces mêmes diplômes que tout. Donc, quand vous allez, vous êtes maintenant, chacun montre ce qu'il a appris. Voilà. Est-ce que nous, en fait, la différence entre vous, les ingénieurs, c'est que souvent les ingénieurs, eux, ils font des stages, mais vous faites un peu de la recherche. Donc, on vous apprend déjà à réfléchir vous-même. On ne vous donne pas tout en même temps. D'abord, on vous donne un sujet. Le plus souvent, vous donne un sujet. Maintenant, vous allez chercher quel est le problème au niveau de ce sujet-là. Donc, vous essayez de dégager l'objectif général même du sujet. Parce que pour un même sujet, on peut avoir plusieurs objectifs très généraux. Mais vous essayez en fonction de votre thématique, des outils que vous allez utiliser. Donc, on dégage l'objectif général. Et cet objectif général-là, on va dégager maintenant les objectifs spécifiques. Qu'est-ce que vous allez faire réellement? C'est-à-dire, ça, c'est les activités qui sont mesurables. On parle en termes d'objectifs spécifiques. Donc, si vous vous retrouvez, et ce ne sont pas des compétiteurs, donc si vous vous retrouvez devant des gens qui ont fait ce cas, il ne faut jamais être complexé. Voilà. Il ne faut jamais être complexé. Il faut pouvoir démontrer ce que vous avez fait. La plupart de vos enseignants ici, on a fait aussi là-bas. Donc, ce sont les mêmes cours. Quand vous voyez même les cours en signe dans les commentaires, c'est encore les mêmes cours. Voilà. Vous allez voir. Alors, professeur? Oui. Pour abonder dans ce même sens-là, pourquoi est-ce qu'en ce moment, en matière d'innovation, le CURAT ne chercherait pas à devenir comme l'école d'ingénieurs où on fait en même temps le doctorat, l'ingénierie doctorale? Pourquoi est-ce que le CURAT ne cherche pas à tendre vers cette tendance-là, en matière d'innovation aussi? Oui, bon, vous savez que le CURAT fait partie de l'université Priscilla Boigny. En son temps, on avait, comment on appelle ça, l'EDAT, École doctorale africaine de télédétection. Donc, nous-mêmes, on pouvait recruter nos étudiants en thèse, tout et tout. Mais maintenant, avec l'école doctorale que l'université a initiée, maintenant, ce sont ces écoles-là qui recrutent en fait les doctorants. Donc, on voit un peu, il y a une réforme au niveau de l'organisation même. Une réforme au niveau de l'organisation. Mais cela n'entache à rien les cours et tout ce que nous donnons ici. Parce que normalement, un étudiant qui est en thèse doit suivre des cours. C'est quand on parle du système LMD, c'est ça. Il y a différents types de crédits. Donc, ceux qui sont en licence, ils font la licence en 3. J'espère que vous connaissez au moins ça. La licence, c'est pas combien d'années? Dans le L, là, c'est pour licence, c'est pas ça? Ok, parce que j'ai posé ça à vos amis de l'UFR, il y a d'autres qui n'ont pas trouvé. C'est-à-dire, tellement qu'on cherchait des questions pour ne pas que les gens repartent. C'est-à-dire, voilà, donc, LMD, le L, c'est pour licence. Licence, ça se fait en 3 ans.
Le M, c'est pour le master. Et le master se fait en 2 ans. Et le D, c'est pour le doctorat. Le doctorat se fait en combien d'années? Normalement, dans le doctorat, il y a ce qu'on appelle les crédits. Donc, il y a les formations transversales, tout ce qui est ce que nous voyons un peu en méthodologie de recherche. Là. Voilà, en fait, cette information-là qu'on vous donne. Comment faire un exposé? Moi, quand j'étais en stage doctoral en Belgique, parce que j'ai fait ça, j'ai fait l'Université de Liège. Donc, nous, quand on était en stage là-bas, on a fait aussi cette formation-là. Comment faire un exposé? Comment exposer la recherche documentaire? La recherche documentaire, par contre, c'est très important. Parce que lorsqu'on vous donne un sujet, la première des choses à faire, c'est de faire une revue de littérature. Voir qu'est-ce qui était déjà fait sur le sujet. Et en fonction de ça, vous pouvez orienter maintenant. Parce qu'ici, on est plus, nous, on utilise plus quoi? Plus la télédétection et les systèmes d'information géographique. Donc, on voit sur un sujet, qu'est-ce qui était déjà fait, et puis nous, on va aborder ce sujet-là avec les outils géomatiques. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut faire une bonne revue de littérature, faire une bonne recherche documentaire. Il ne faut pas s'appuyer sur 2 ou 3 documents, il faut bien rechercher, parce que ce n'est pas votre encadrant qui va vous donner tout. Et lui, peut-être lors d'un colloque ou lors d'un atelier de formation, il a une thématique, et puis voilà, et on vous donne ça. Ah, c'est comme ça. Et puis, bon, pour vous savoir, mais nous, les sujets de thèse évoluaient. On peut te donner un sujet en fonction de tes objectifs, parce que nous, on était beaucoup confrontés au manque de données. Parce que moi, je travaille sur la modélisation. Dans la modélisation, donc on a besoin des données de débit. Même on voulait faire la modélisation couplée eau souterraine, eau de surface. Eau souterraine, il faut avoir les données de forage, tout et tout. Donc souvent, on peut être confronté à des données. Mais quand on est confronté à des données, on ne peut pas, il faut surmonter. Donc, il faut voir, on ne peut pas, il faut surmonter. Vous, maintenant, le plus souvent, ceux qui sont confrontés à des données in situ, vous avez accès à des données issues qui sont dérivées des satellites. Mais ces données-là, il faut les valider ou bien il faut critiquer ces données-là d'abord, parce que c'est ça en science. En science, on a un esprit critique. Nous, on critique tout. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des soutenances, on critique tout. Voilà le travail. C'est ça, on a un esprit critique. Parce que si on aime la perfection, voilà, donc on critique. Mais on ne critique pas pour critiquer, on critique pour améliorer, on critique pour comprendre. Voilà. On vous demande pourquoi vous avez fait ce choix-là. Donc, c'est un peu ça. Il y a des questions? Oui. Vous avez dit que la thèse du 3 ans. Normalement, la thèse, voilà. Mais comme vous savez, la thèse, c'est une aventure. Mais pour vous, normalement, ça doit durer 3 ans. Et quand tout est bien ficelé, vous avez un bon projet, ça a été bien écrit, ça a été financé, ou bien vous-même vous financez, ça doit entrer dans les 3 ans. Si ça ne rentre pas dans les 3 ans, ce qu'on fait le plus souvent, on suspend les années ou on prend une année, genre une dernière année, donc une année de ce qu'on appelle de dérogation. Voilà. Voilà, juste pour pouvoir. Oui, celui qui disait la thèse. Monsieur parle de quel financement? Oui, mais oui, quand on parle de financement, c'est l'argent. C'est-à-dire, si vous faites un projet de thèse, c'est-à-dire, vous voulez effectuer une thèse. Normalement, la première des choses, c'est de rédiger un projet de thèse. Et dans le projet de thèse,
il y a tout ce qu'on appelle le contexte. Donc, vous allez parler du contexte général, contexte particulier, objectif général, objectif spécifique, les activités à mener, et vous allez faire un calendrier, c'est-à-dire, on appelle ça comment? On appelle un échéancier, où vous allez sur ces 3 ans-là. Donc, la première année, jusqu'au premier trimestre, je vais faire tout ce qui est recherche bibliographique, tout et tout. Après, peut-être, je vais aller sur le terrain. Ou bien après, je vais faire un stage de perfectionnement dans telle université pour acquérir telle compétence, parce que ça rentre, voilà. Donc, vous faites tout et tout. Donc, vous faites ce temps. Et à la fin, vous allez faire un budget. Parce que si vous travaillez sur une thématique où vous devez aller sur le terrain pour prendre des mesures peut-être in situ et comparer avec les données de détection, donc vous allez financer. Vous allez dire, ah, je dois faire une mission de terrain de 3 jours. Donc, il y a le transport, il y a l'hébergement, il y a la location peut-être du matériel, tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'on fait le financement. On fait le budget. Vous voyez un peu? Voilà. NAPI. Voilà. Toi, normalement, tu dois aller faire des missions de terrain, c'est pas ça? Voilà. Donc, tu dois aller faire des missions de terrain. Donc, tu vas donc aller sur le terrain, tu as besoin de quoi? Des portes, voilà. De GPS. Mais ici, sans le GPS, tout le monde a déjà ça ici. Donc, on fait tout le monde. Mais tu vas payer ton transport. Maintenant, si tu veux me prendre aussi, tu dois payer mon transport aussi. Donc, voilà. Maintenant, si on est dans le cadre d'un projet, parce que si on est parti avec vous les étudiants, c'est tellement compliqué. Si on est dans le cadre d'un projet, si on commence, il faut terminer. Parce que souvent, on commence des choses avec vous et puis vous trouvez les choses et puis vous partez, vous fuyez. Voilà. Moi, quand j'en étais en Belgique, c'était ça. Il y avait une doctorante, elle travaillait sur un projet avec le directeur même. Et arrivé un moment, elle a eu du travail. Donc, elle a laissé le projet parce qu'elle faisait sa thèse sur le projet, mais c'était un projet qui est financé tout et tout. Parce que le projet est financé. Donc, elle a laissé et puis elle allait travailler. Mais pendant cette semaine-là, tout le monde était tranquille au laboratoire parce que le directeur était très nerveux. Oui, parce que c'est un projet qui est financé. Lui, il doit rendre compte au bailleur de fonds. Et celle qui travaille dessus, elle a eu mieux parce que, genre là-bas, c'est pas comme si quand tu finis la thèse et puis tu es assuré qu'on te recrute à l'université, c'est par projet, de travail. Donc, vous pouvez arriver peut-être juste dans le laboratoire, il y a peut-être 3 enseignants. Un enseignant titulaire, un second, et puis un chargé de recherche. Vous allez voir, tous les autres, ils sont dans des projets. Et c'est les projets-là qui, voilà, ça avec ces projets-là, ils font. Donc, ici, c'est comme ça. Vous allez financer vous-même vos masters. Voilà, vous financez vous-même vos masters, vous allez sur le terrain. Quand vous allez financer vous-même, vous allez vite écrire. Oui, c'est comme ça. Parce que si on finance pour vous, il y a un peu de vous-même, quand vous allez aller sur le terrain, vous allez voir que vous allez dépenser au moins 100 000 francs. Mais l'encadrant peut vous aider aussi. Voilà. Maintenant, si ça tombe dans le cadre d'un projet où c'est financé, ça, il n'y a pas de souci. Nous, on a eu des cas où les étudiants sont tombés dans des projets. On a fait dans le cas du projet GMS, on a dû sélectionner les meilleurs. Donc, ils sélectionnent. Normalement, ceux qu'on a sélectionnés, en fait, le projet, ils remboursent même votre scolarité même. Donc, vous pouvez avoir cette opportunité-là, c'est-à-dire, nous, on ne va pas chercher des étudiants, mais on va sélectionner des étudiants parmi les Français. C'est pourquoi on regarde, parce que quand on commence un master, on voit comment l'étudiant se comporte. Est-ce qu'il peut travailler en équipe? Est-ce qu'on peut l'appeler un samedi aussi? Bon, il y a telle chose à faire. Voilà. Donc, on peut être dans des projets où on a besoin peut-être des étudiants de master. Donc, on va lancer. Après la candidature, donc, il y aura un jury, on va vous écouter, on va faire l'entretien, puis on va sélectionner. Maintenant, quand on sélectionne ces étudiants-là, si le projet dit on fait votre scolarité,
on va vous rembourser. Si le progrès dit on doit vous donner 100 000 par mois ou bien combien de mille par coup, c'est ça aussi, vous êtes dans un progrès, voilà. Mais vous devez travailler. Ah, c'est ça. Vous devez travailler. Donc, c'est pourquoi il faut venir au cours. Voilà, il faut bien travailler. C'est bon? Il y a les questions, normalement, on a fini. Si vous voulez ajouter quelque chose, si vous voulez. Données in situ. Les données in situ, c'est des données qu'on va. Qui connaît les données in situ, c'est quoi? Les données in situ, en fait, c'est des données qu'on va prendre sur le terrain. C'est-à-dire, allô? Alors, professeur, il dit in situ, c'est sur le terrain. Voilà, in situ, c'est sur le terrain. Donc, je vais faire peut-être une carte d'occupation du sol. C'est vrai que j'ai mon image. Donc, je vais peut-être sur le terrain d'abord. Mais, et puis, j'essaie de prendre des points de référence. Et puis, quand je fais maintenant ma carte d'occupation du sol, je vois vraiment est-ce que cette carte-là reflète la réalité, voilà, sur le terrain. Parce qu'il ne faudrait pas rester seulement ici et puis faire des choses et puis ne pas vérifier sur le terrain. Il faut vérifier sur le terrain. Voilà. C'est tout ça. Oui. Oui, mais c'est là où on va voir est-ce que vous avez l'analyse. C'est-à-dire, moi, je suis allé prendre mes données là. Quel moment? Quelle période? Est-ce que c'est à la même date? Même si ce n'est pas la même date, c'est à quelle saison? Parce que si vous allez en saison sèche, en saison pluvieuse, ou bien en fin de saison, en fait, c'est pourquoi il faut avoir des statistiques. Voilà. Maintenant, les données de télédétection que vous avez eues, ça provient de quel type de satellite? Lui, il observe dans quel comment on appelle ça, les différents canaux. Est-ce que c'est dans le visible, les phares rouges, le proche phare rouge, les phares rouges thermiques. Donc, en fonction de tout ça, vous devez avoir l'esprit critique. Et c'est ça. Parce que maintenant, vous commencez, normalement cette année, vous devez déjà avoir l'objectif. C'est-à-dire, actuellement, là, vous devez avoir déjà objectif général, objectif spécifique. Et donc, les différentes activités que vous devez mener. Voilà. Et maintenant, vous devez commencer à faire le planning. Là, comme ça, vous allez avoir vite vos résultats. Si vous devez aller sur le terrain, vous devez commencer déjà à faire le planning. Est-ce qu'il faut aller sur le terrain en saison pluvieuse, en saison sèche, voilà, vous devez faire le planning déjà. Et puis maintenant, vous venez proposer ça à votre encadrement. Là, ils sentent vraiment que vous êtes en train de travailler. Mais si vous restez à la maison toujours, ils sont obligés de vous appeler chaque fois. Bon, là, on va vous regarder aussi. Et puis, le jour où vous allez venir, on va prier un peu, c'est pour aussi devant tout le monde. Oui. Souvent, dans la en maths, les autres caractères, eux-mêmes, ils critiquent aussi le travail. Oui, mais... Alors, quand vous en faites plus. Oui, mais on critique, c'est-à-dire, si quand tu m'as envoyé, j'ai fait des remarques, puis toi, tu n'as pas pris ça en compte. Mais là, même, c'est là, même, j'ai fait des décréter. Parce que moi, j'ai pris mon temps. N'oubliez pas que quand on faisait de rédiger, là, et pour donner la il prend le temps, il lit tout, il fait des remarques, il fait tout et tout. Ensemble, vous venez vous discuter, oui, je vais prendre en compte. Mais quand le temps est prêt, vous faites un peu son. Et puis, donc, quand il regarde, il prend l'ancien document, il dit, mais je lui ai dit de faire ça, est-ce qu'elle a fait? Mais quand il voit que c'est beaucoup, il va vous supporter un peu le jour là. Mais normalement, s'il voit que vous avez pris en compte tout et tout, il ne touche même pas votre document. Bon, allez, vous le remercie, il encourage, il sait que le document n'est pas parfait, il va inviter ses collègues à faire le travail pour améliorer le travail. Hein. Il va dire que c'est une étudiante ou pas une étudiante qui est travailleur. Voilà. Mais ce n'est pas toujours lié. Hein.
Mais si tu n'as pas travaillé, on va doubler tes travailleurs. Si. C'est pour agir la nuit. Mais si les clients font comme ça aussi, peut terminer comme ça rapidement. Donc, on va lui dire, c'est-à-dire, tu finis, mais moi, c'est entaché de fautes d'orthographe. Tu n'as pas utilisé le logiciel Zotero pour faire ta référence bibliographique. Et puis, ici, dans les jurys. Mais je vais parler de ça. Voilà. Et puis, il y a mes collègues aussi. Donc, tu n'as pas utilisé le logiciel pour ta référence bibliographique. On voit que tout est référent à sa date de 2000 ou de 1997. Vous savez, tout ce que je venu dire ici, là, tu n'as même pas fait ça encore. Vous voyez un peu. Tu n'as même pas mis une veille documentaire pour être à jour. C'est-à-dire, tu as identifié tes mots-clés. Et puis, moi, tu as fait une veille documentaire, puis tu as à jour, genre des articles qui sortent. Voilà. Tu fais une bonne revue littérature. Ou bien tu compares tes résultats avec des travaux de 98, 80. Donc, c'est qu'en fait, tu écris, toi, tu es pressé, en fait. Or, c'est maintenant. Si vous faites une bonne recherche documentaire maintenant, après, pour faire la discussion, vous n'avez plus de problème. Parce que vous comprenez bien votre sujet, vous savez que tel sujet a été traité dans tel contexte. Et vous-même, comme on va dire, mais tel auteur-là, non, cet auteur-là, tu n'as même plus besoin de regarder. Cet auteur-là, il a travaillé peut-être dans tel contexte, parce que tu connais bien l'auteur qui a lu son article même. Donc, tu as lu son article, donc tu es à l'aise. Donc, quand tu poses telle question, tu es à l'aise. Voilà. Parce qu'il y a des domaines où il faut connaître quand même les auteurs. Et puis, il y a des domaines, quand vous posez des questions, on va dire, mais est-ce que tu as lu tel document? Si tu n'as pas lu, non, c'est rien. Tu vas parler peut-être de déforestation ici en Côte d'Ivoire, et puis tu ne dis pas les travaux de comment on appelle ça même là, procès de vie, ou bien les travaux de Appario, ils ont travaillé beaucoup dans ce domaine-là. Tu ne peux pas faire la modélisation, tu ne pas le nom du procès, mais non, bien pour moi-même, c'est grave, depuis que on va te dire dessus. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. C'est pour qu'il faut faire une bonne recherche documentaire et puis avoir une idée sur ce qui a été fait sur votre sujet. C'est important. Maintenant, ceux qui apportent des thématiques assez nouvelles-là, ça c'est très bon. Il faut voir, même si ce n'est pas sur la question, mais sur l'objet de votre recherche-là. Qu'est-ce que c'est déjà fait dessus? Maintenant, on essaie de faire une relation avec la question. Peut-être ici, on n'a pas fait ça, mais peut-être ailleurs, les gens ont fait. Peut-être qu'ils n'ont pas ailleurs. Maintenant, comment vous pouvez capitaliser, c'est-à-dire ce qui a été fait ailleurs, là, comment on peut ramener ça, nous, dans notre contexte. Et puis, n'oubliez pas que le plus souvent, on travaille avec des images en accès libre. Mais peut-être, vous pouvez avoir des financements. Donc, vous pouvez travailler avec des images peut-être pliables, mais il y a des images qui sont payantes. Mais ce n'est pas aussi cher que cela. Mais, voilà, les images. Donc, peut-être, vous pouvez vous certifier, voilà. Et puis, peut-être, là, quand vous finissez, vous faites une publication même. Donc, vous connaissez dans le monde scientifique. Quand il y a un colloque, vous faites dessus, vous allez vous participer. Donc, c'est ça. Il faut innover. Surtout là, c'est pour vous donner en fait le goût d'innovation. Comme je l'ai dit, on peut innover avec les données. On peut innover en matière de traitement. Je ne sais pas, vous allez faire le cours de ACP, fusion d'images. Donc, vous allez voir. Voilà. Vous pouvez, lorsque vous faites une classification simple, vous prenez peut-être une bande du visible, une bande de proche infrarouge, une bande de moyen infrarouge. Donc, peut-être, au lieu de prendre une bande du visible, vous pouvez faire une ACP sur toutes les bandes du visible. Et puis voir peut-être l'ACP qui est. Voilà, c'est-à-dire, c'est à vous de créer, puis voilà, de présenter. Voir peut-être ce qui était fait ailleurs. Ne pas être toujours classique. Voilà, dans le traitement. Vous pouvez faire une classification même conditionnelle, c'est-à-dire, quand vous faites
une classification de l'occupation du sol. Ça, ce sont des forêts galeries, des forêts en haute altitude, des forêts. Voilà, on peut faire des trucs qui sont conditionnels. Il y a beaucoup de choses là qu'on peut présenter bien. Et puis, normalement, la présentation là, c'est pourquoi vous faites le cours de sémiologique là. Normalement, quand on présente les résultats, on doit respecter la forme de la zone d'étude, et puis la légende. C'est-à-dire on doit avoir une uniformité même. Mais on voit que vous habillez tel cas là comme ça. Après, on doit habiller le cas comme ça. On voit qu'il n'y a même pas d'uniformité même. Parce que normalement, quand vous travaillez en site, vous avez votre base de données. C'est-à-dire, vous créez votre base de données. Donc, quand vous habillez en même temps les cartes en même temps. Donc, vous faites l'habillage, on sent qu'il y a une uniformité au niveau de l'habillage des cartes. C'est comme ça. C'est la science, il y a la science, mais ça doit être. Il y a là aussi. Il y a là, il y a la technique. Et c'est tout cela qui fait un bon master. Et puis là, quand vous allez vous prendre à l'extérieur. C'est bon? On se voit quand? Vendredi prochain. Donc, pour Vendredi pour notre documentation. je sais pas. Mais comment il a? Je vois plus comment. Mais c'est pas enregistré. Donc, on se voit le mercredi pourquoi? Donc, on se voit le mercredi pour méthodologie. Méthodologie de la recherche scientifique. Et puis, le vendredi pour innovation. Innovation, maintenant, on a deux seulement le vendredi. Ils ont mis deux pour innovation. Et puis recherche, ils ont mis combien de. C'est en deux aussi pour nous. Après, vous pouvez arrêter. Je ne sais pas comment on l'appelle. Après, vous pouvez arrêter. Donc, c'est un peu ça. Donc, C'est moi,
Allô, Cadet? Il y a une pause ou bien c'est fini? Manaël, le cours est fini, mais c'est une pause. C'est une pause ou bien le cours est fini? Le cours est terminé, d'accord. Il n'y a pas de problème. Désolé, les gars, il n'y a pas suivi. C'est la pause ou le cours est fini? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ok, merci beaucoup. Il faut télécharger, voilà. Télécharger les trucs de deux points et de points forts.